Poser plein de questions et je pense que deux remarques. La première, ce sont les gens du ministère qui font les lois au fil du temps et on voit bien que nos hommes politiques ont bien du mal parfois à courir derrière la volonté politique de certains ministères. Et puis je pense que c'est une loi utopiste portée par une personne qui est relativement narcissique. Pourquoi cette utopie? Et vous allez le voir, les deux premiers articles de la loi, et c'est pour ça que moi je suis en mouvement, plus que les articles qui nous touchent de plein fouet, cette loi va détruire l'assurance maladie pour plusieurs raisons. La première raison, mais j'attendrai avec intérêt la réaction de nos collègues politiques, c'est que jusqu'à présent dans la loi, il était écrit que l'État s'occupe de l'évaluation de la politique de santé. D'accord? L'évaluation du système relève de la responsabilité de l'État. Ça, c'est depuis, je dirais, la Constitution de 1789, c'est l'État doit accompagner les hommes, et l'État évalue qu'il y ait des équilibres entre les hommes et que, finalement, personne ne souffre de la domination d'un autre homme. Donc l'État évalue, je dirais, la politique de santé, c'est logique, et c'est plutôt pas mal. Cette formule-là est remplacée par la nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé. Tout est dit sur l'esprit de Marisol Touraine et de François Hollande, de garantir un droit à la santé. Pour ceux qui suivent un petit peu et qui ont suivi le droit au logement aujourd'hui pose un grand nombre de problèmes financiers aux conseillers généraux et à certaines municipalités qui ont l'obligation de loger toutes les populations arrivant sur le territoire national, y compris les populations étrangères ou européennes. Et la Cour européenne de justice vient de rendre une décision d'ailleurs sur ce tourisme social intéressante. Mais là, vous avez tout l'esprit de la loi. On crée un droit à la santé. Et c'est pour ça que je dis à Lamine Garbi et aux autres, même si vous obtenez une dérogation sur l'établissement de santé, l'esprit de la loi étant que l'État devient responsable de la politique de santé, l'État prend les rênes de toute la politique de santé, ça veut dire responsable de la qualité, responsable de l'accès, responsable du tarif, responsable de l'indication, responsable de tout. L'État nationalise le système de santé. Ce n'est plus, du coup, pour ne pas aller trop vite et trop loin, du coup, il n'y a plus de négociation paritaire. Quand le Conseil de l'ordre dit qu'il faut retirer la loi parce qu'elle est mauvaise, il vaudrait mieux la rediscuter, il oublie de dire que si cette loi se met en place, il n'y a plus de négociation paritaire. Et c'est écrit dans l'article L1411-2, c'est le deuxième article de la loi, les organismes gestionnaires de régime d'assurance maladie concourent à la réalisation des objectifs de politique de santé, ils poursuivent les objectifs définis par l'État. Ça veut dire que l'assurance maladie et les négociations conventionnelles ne font que appliquer les décisions prises par l'État. Ce n'est plus des discussions, des négociations avec l'assurance maladie autour de nos tarifs, autour de nos installations, autour des équilibres que l'assurance maladie nous ramène. L'État définit 100% de la politique de santé et les caisses d'assurance maladie ne font que appliquer les décisions de l'État. La politique de santé devient, je dirais, un objet politique et non plus un objet éventuellement, comme nous le vivons nous, pragmatique. Donc, chapitre 2, renforcer l'alignement stratégique de l'État et l'assurance maladie. Je n'irai plus, si cette loi est votée, aux négociations conventionnelles, ça ne servira à rien, il n'y a plus de négociations conventionnelles. Alors, pourquoi je dis aux jeunes internes et chefs que c'est la fin de la liberté d'installation? Parce que le même article dit les organismes gestionnaires de l'assurance maladie, donc l'assurance maladie, définit la répartition territoriale homogène de l'offre de soins. Si ça, c'est pas la nationalisation de notre système libéral et, je dirais, l'asservissement de nos confrères hospitaliers, c'est pas autre chose. C'est l'assurance maladie qui va définir toute la répartition territoriale. Point. Donc c'est la fin de la liberté d'installation et derrière la fin de la liberté tarifaire. Pourquoi je dis que l'assurance maladie va exploser? Alors l'État peut prendre la main, mais dans l'esprit de la loi de Marisol Touraine, moi qui suis assureur, et vous le savez pour d'autres casquettes, il est incroyable que l'article 3 ou 4 de la loi prévoit la prise en charge collective des conséquences financières et sociales de la maladie et donc de la mort. Vous savez, l'esprit, il y a une loi que je n'ai pas combattue, c'était la loi Kouchner. C'est une excellente loi, portée par un homme, un de nos confrères, mais c'est vrai qu'elle a donné des droits aux malades. Pas des lois excessives pour ce qui nous touche à nous, c'est-à-dire l'obligation d'assurance, ok, soit, mais surtout la permis aux malades de récupérer leur dossier et de nommer dans la loi clairement la dénomination de la personne de confiance, qui permet, quand les gens sont inconscients, quand les gens viennent en consultation, d'être toujours assistés par quelqu'un. Et je trouve qu'elle est empreinte d'une certaine humanité, cette loi. Mais elle a créé à l'époque, j'avais travaillé avec Bernard Kouchner, j'étais à l'époque président des chefs de clinique, sur le fait qu'il y avait des accidents médicaux dramatiques, non fautifs, et qu'on voulait trouver une solution de les indemniser. Bon. Et ils ont créé les CRCI, que vous connaissez, les commissions de conciliation et d'indemnisation, et ils ont créé derrière un financement
c'est l'ONIAM, l'organisme national, pardon, l'Observatoire national d'accidents médicaux, d'indemnisation des accidents médicaux, qui indemnise. En 2002, quand la loi Kouchner passe, il y a 800 procédures en CRCI, procédures intégralement gratuites, avec une réponse en moins de 6 mois, 800 procédures, budget de 40 millions d'euros. Je vous rappelle que l'ONIAM n'indemnise que les accidents médicaux graves, avec une IPP au-delà de 25%. Donc il faut déjà perdre une jambe, presque les 2 jambes, être paraplégique, etc. Donc c'est lourd. Ou un arrêt de travail de plus de 6 mois, ou des conséquences financières graves et dans le quotidien. Le budget de l'ONIAM cette année, c'est 200 millions d'euros, et ça ne fait qu'indemniser les accidents médicaux non fautifs, l'hépatite B, les problèmes de transfusion et le problème du Mediator. On reviendra tout à l'heure sur le Mediator. Si demain on indemnise le malade dès qu'il a, je dirais, 0,5 d'IPP, ça veut dire qu'on va indemniser 100% de tous vos patients. Vous mettez une prothèse de hanche, il y a un voyage qui est annulé, on indemnise. Vous mettez une prothèse de hanche, il y a un arrêt de travail, l'employeur n'avait pas une bonne protection, il perd 500 € par mois, l'État indemnise. L'État indemnise tout. Donc ça veut dire demain, que c'est utopique, d'autre part, ce n'est pas 200 millions d'euros qu'il va falloir. C'est 4 milliards, 5 milliards, 10 milliards d'euros pour indemniser les conséquences financières de la maladie. Donc la mort, y compris la mort. Ça veut dire demain que, on verra tout à l'heure que, y compris le tiers payant va faire exploser les dépenses de santé, c'est-à-dire que l'assurance maladie n'aura pas assez de ces 180 milliards. Donc il faudra augmenter le budget de l'assurance maladie probablement à 200 milliards ou à 230 milliards, continuer donc à prélever sur les 25 millions de travailleurs encore plus de cotisations sociales, encore plus de chômage, et au lieu d'aller dans le sens du retour à l'emploi, elle est en train de détruire le système économique en augmentant les charges sociales, puisqu'elle veut indemniser les conséquences financières de la maladie. Alors, une autre raison qui fait que médecin, on aurait dû réagir plus tôt, aucun autre professionnel n'accepterait, et mettons que les pilotes d'avion, l'hôtesse de l'air qui pourra piloter votre avion. Bon, en gros, c'est un peu ça. Dans la loi, elle impose, au lieu qu'on négocie avec les infirmières, au lieu qu'on négocie avec les sages-femmes, le fait d'une délégation de soins comme on le fait aujourd'hui dans l'établissement, c'est pas la peine, elle impose directement. La contraception scolaire sera faite par les infirmières scolaires. C'est gratuit, et ce sera fait par les infirmières scolaires qui vont prescrire la pilule à l'école. En tant qu'assureur, j'attends le premier accident où elles vont prescrire une pilule sur une fumeuse qui fera une thrombophlébite, ou que l'infirmière n'aura pas interrogé sur les antécédents familiaux avec un déficit en prothrombinèse ou autre chose. Les actes de dépistage sont délégués aux infirmières ou aux sages-femmes et surtout au personnel non médicaux des centres de dépistage, des MST ou des ST, actes de diagnostic, analyse clinique, prescription pour les personnels non médicaux des centres de dépistage. Avortement médicamenteux pour les sages-femmes, donc ce sera l'avortement médicamenteux dans cette loi, puis probablement demain l'avortement technique, puisque vous savez qu'aujourd'hui on manque d'avorteurs dans le pays et qu'on a besoin de gens pour avorter, donc les sages-femmes feront tous les avortements médicamenteux. Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par les infirmières et les sages-femmes, et les vaccins pourront être faits par les pharmaciens et par les sages-femmes pour l'enfant de retour à la maison, pour la maman, pour le papa, pour les grands-parents, pour les frères et sœurs, pour tout le monde. La vaccination est en train de glisser et de sortir des prérogatives des médecins généralistes et des spécialistes dans leur domaine. Des dépenses, c'est une loi d'économie, mais qui va créer tout ça. Elle crée des conseils territoriaux de santé au public. Elle crée des conférences de territoire. Elle crée une plateforme territoriale d'appui à la coordination des soins. Elle crée un service public d'information en santé. Elle crée des groupements hospitaliers de territoire imposés par l'ARS, on va y revenir, et elle crée un observatoire régional de santé. Tout ça, c'est de nouvelles instances créées, et en plus, elle oblige le Conseil de l'ordre à avoir un organisme de testing pour téléphoner à tous nos cabinets médicaux pour s'assurer que vous ne faites pas, vous faites bien un accès aux soins pour tous, et vous n'avez pas un refus de soins pour des CMU, pour des étrangers, etc. Voilà toutes les instances qu'elle est en train de créer dans la loi. Il y avait donc la gratuité, il y avait l'indemnisation de la maladie, on a vu qu'il y avait un droit à la santé, et puis c'est la gratuité des soins. Le tiers payant généralisé, c'est ça, les conditions de la généralisation de la pratique de la dispense d'avance des frais, tendant à éviter à l'assuré social de payer directement. Donc ça, c'est le tiers payant généralisé. Alors, il y a la gratuité des pour tous les jeunes patients de moins de 16 ans, gratuité totale. Donc là, c'est-à-dire que vous ne ferez pas de dépassement d'honoraires, ni pris en charge par la complémentaire, ni rien. Ça, c'est déjà choquant. Nous prenons déjà en charge tous les moins de 16 ans qui relèvent d'un tiers payant social, les CMU complémentaires, les AME et les ACS. Là, c'est tous les enfants de moins de 16 ans. Très bien. Ils doivent choisir un médecin traitant. Le tiers payant généralisé, c'est tout le reste pour toutes vos pratiques. Alors, on y rentrera en détail tout à l'heure si vous voulez, mais en pratique, vous ne pourrez pas vous faire payer le reste à charge. L'assurance maladie, avec qui Xavier Beauchamp a été l'autre jour à Paris,
reconnaît que, et ça vous ne le savez pas aujourd'hui, vous savez qu'il y a 1 euro de franchise sur les consultations, il y a 1,50 € par boîte de la pharmacie, et dans le soin infirmier, il y a 50 centimes de franchise. Ben, quand vous avez un patient en ALD qui a des soins par une infirmière à domicile, mettons qu'il a 50 soins de toilette, à l'issue de ces 50 ou 70 soins, il y a 50 € de franchise que l'assurance maladie a perdu. Donc elle va attendre que le patient vienne nous voir en consultation, qu'il nous doit 28 €. Donc sur les 16 €, elle ne remboursera pas les 16 € 3 fois. Et le patient récupère les franchises qu'on n'a pas pu récupérer sur le tiers payant. Donc l'assurance maladie dit demain que si le tiers payant se met en place, il y a 800 millions d'euros qu'elle ne pourra pas récupérer. Ça, c'est la première chose. Donc le tiers payant généralisé coûte de l'argent à l'assurance maladie. La deuxième chose, c'est que les complémentaires santé, on sera incapable de suivre, je dirais, la mouvance et les mouvements de nos assurés, puisque les assurés changent de mutuelle, que quand ils ont 16 ans à 18 ans, ils changent de mutuelle, quand ils sont étudiants, ils changent de mutuelle, et vous voyez avec les problèmes avec la MDE, la LMDE, qui est la mutuelle des étudiants en ce moment, les tracasseries qui traversent. Et puis, au-delà de la complémentaire, si par exemple vous donnez 60 € la consultation, 16 € l'assurance maladie, et puis de 16 € mettons à 40, c'est la complémentaire, et de 40 à 50, c'est le patient, qui a 10 € de sa poche. Si vous êtes un tiers payant généralisé, on ne sait pas comment récupérer ces 10 € et vous les rendre. On ne sait pas. Donc l'idée, c'est que le secteur 2, la capacité d'honoraires complémentaires disparaisse, puis à ce moment-là, il n'y aura plus de problème de tiers payant généralisé. Alors il y a une autre chose intéressante dans la loi. Vous savez qu'à la congrès de la mutualité, quand elle est arrivée au pouvoir, elle a dit 1, vous n'avez pas l'obligation de communiquer vos comptes parce que c'est difficile de communiquer les comptes d'entreprises comme les vôtres. Donc vous n'avez plus l'obligation. Cher monsieur Cagnard, je connais votre problématique. Et vous avez une deuxième problématique, et je vais vous aider, c'est que vos centres de santé sont déficitaires. Et c'est vrai que c'est difficile, et mon cher Hervé Cagnard, de faire de la qualité dans les centres de santé. Vous faites du social, vous êtes au service des gens, et il n'est pas normal qu'on vous paye aujourd'hui comme les médecins libéraux qui font du fric à 23 € la consultation. Donc je vais vous payer plus. Donc dans la loi santé, il y aura des rémunérations spécifiques pour les centres de santé. Aujourd'hui, une consultation de médecin généraliste dans un centre de santé, ça coûte entre 60 et 70 €. Nous, on fait à 23, ils font à 70, ils font bien, et nous, on fait du fric. Alors, tiers payant généralisé, c'est quoi? C'est surtout l'assujettissement à un financeur unique qui est l'assurance maladie. C'est-à-dire que vous perdrez votre indépendance professionnelle, et pour les médecins généralistes qui ont déjà un certain nombre de contraintes, aujourd'hui, ils ont des contrôles sur les arrêts de travail, des contrôles sur les bons de transport. Pour nous, nous sommes censés avoir des contrôles sur la télétransmission, et je vous invite officieusement à l'arrêter. Moi, je ne vais pas seulement arrêter, parce qu'on n'a pas le droit de vous le dire, sinon je serai poursuivi, mais vous êtes, en quelque sorte, vous collaborez avec un système qui est là pour vous écraser, vous êtes assujetti. Si par exemple, vous ne télétransmettez pas 70% de vos feuilles de soins, c'est déjà dans la loi Hôpital Patient Santé Territoire et repris dans la Convention de 2011, il y a une amende équivalente à vos cotisations sociales, c'est-à-dire environ 10 à 15 000 € par an, si vous ne télétransmettez pas plus de 70% de vos feuilles. C'est-à-dire que l'assurance maladie prendra des décisions de sanction. Vous savez que dans la convention, il y a ce qu'on appelle une rémunération à la performance. Si par exemple, vous n'avez pas 70% des gens de plus de 65 ans vaccinés contre la grippe, ben vous aurez une amende. Et l'amende, c'est facile, on ne vous paye plus. Et je vous rappelle que l'an dernier, les médecins généralistes n'ont plus été payés à partir du 15 décembre. L'assurance maladie n'avait plus les moyens de les payer. Ils ont attendu début janvier pour leur payer leur tiers payant. Perte d'indépendance professionnelle donc sur les prescriptions. Vous avez des obligations aujourd'hui sur les génériques. Alors les génériques, au début, on vous a demandé d'en faire. Puis après, on vous a demandé de justifier. Aujourd'hui, on vous demande de justifier si vous n'en faites pas et pourquoi vous n'en faites pas. Et vous êtes poursuivi au TAS. Et je siège à vos côtés pour vous défendre quand vous n'avez pas fait votre taux de générique ou vous avez continué à prescrire le générique sans justifier le fait que pour quelle raison vous n'en faisiez pas. Le coût évalué par l'UFML, c'est environ 3,5 € par tiers payant et par consultation. Alors je pense que c'est un peu moins, mais regardez néanmoins que sur une consultation de 23 €, si vous dépensez en salaire, en informatique ou autre, ce qu'il faut pour suivre votre tiers payant et demander à ceux qui sont biologistes, radiologues et en clinique le coût que ça prend, le tiers payant, pour contrôler tout, parce que c'est vous qui ferez le contrôle. Mettons 2 € ou 2,30 €, ça fait 10% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, partira si le tiers payant se met en place. Il y a aujourd'hui plus de 600 organismes complémentaires, les mutuelles, les instituts de prévoyance et les assureurs privés. L'assurance maladie reconnaît, et au ministère l'autre jour, ils ont dit effectivement, on ne sait pas trop comment on va faire. Alors on rentrera dans la deuxième partie du débat tout à l'heure et vous allez voir comment ils vont faire. Sur consommation, c'est évident. Une nouvelle fois, on ne félicite pas le patient qui se comporte bien ou le médecin qui prescrit bien.
Si un patient se comporte bien, il consulte peu. Et si un médecin se comporte bien, il consulte peu le même patient et en prenant du temps. Si vous prenez du temps et que le malade vient peu, eh ben, vous ne gagnerez pas d'argent. Donc ce qui va se passer, c'est qu'un certain nombre de confrères vont faire, comme je le vois déjà dans les secteurs difficiles où il y a beaucoup de tiers payants, certains de nos confrères médecins généralistes sont à 85 actes par jour. D'accord? À 23 €. Donc demain, la carte vitale, c'est une carte bleue, les gens rentrent, tchac tchac, redonnent leurs ordonnances, les ordonnances sont sur le bureau, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour l'ordonnance, votre patate, faites pipi dans un petit pot bientôt. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, on donne la carte vitale, c'est la carte bleue. Donc il est certain qu'il y aura une surconsommation de soins. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme ça s'est passé au Québec. C'est-à-dire, vous savez que l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, voté chaque année par le PLFSS, pour les honoraires des médecins, c'est 19 milliards. Demain, au mois d'août, on va arriver à 19 milliards. Mais on ne peut pas accepter que ça dérape. Donc on avait eu l'idée, c'était Juppé sur les ordonnances de Juppé avec le reversement en fin d'année, qu'on a combattu parce que c'était absurde de nous faire payer le 31 décembre à chacun une amende de 5 ou 10 000 € parce que la Sécu a perdu de l'argent de septembre à décembre. Ça, c'est mieux que les ordonnances. À partir de septembre, on dit la consultation n'est plus à 23 €, elle passe à 12. Et puis si en octobre, il y a encore moins d'argent, elle est gratuite. De toute façon, on n'a plus d'argent. Donc c'est pas ma faute à moi, assurance maladie, de ne pas vous payer, j'ai pas d'argent. Bon. Et vous pourrez sortir. Il faudra vous battre pour avoir des ressources économiques. Et pour un certain nombre de nos professions qui ne sont pas sorties assez tôt, aujourd'hui, ils sont comme ça et ne pourront plus sortir. L'assurance maladie, tôt ou tard, sera fragilisée. Et on voit parce qu'elle n'aura pas les moyens de payer. Donc on va négocier en cours d'année que la consultation n'est plus à 23, mais à 17 ou 18. Et c'est les complémentaires santé qui compléteront pour garder la consultation au même niveau. Et donc c'est une privatisation rampante de l'assurance maladie, qui était en tout cas jusqu'à aujourd'hui, un système que le monde entier nous envions. D'abord, la première, c'est que tous les dépassements du tarif de la Convention sont interdits à mesure où vous exercez toute ou partie de votre activité dans un établissement où il y a une mission de service public. Si vous avez un service UPATU, c'est une mission de service public. Je vous rappelle que pour nous, les privés aujourd'hui, il y a en gros 2 missions de service public. La permanence des soins établissements de santé, la PDSES, et puis les soins palliatifs. Si vous avez un soin palliatif dans la maison, même si vous faites de l'orthopédie, vous n'aurez plus le droit de faire du secteur 2 dans votre orthopédie. D'accord? C'est la totalité d'interdiction de dépassement des honoraires complémentaires pour tous les praticiens d'établissement s'il y a une mission de service public. Alors, il y a eu des avancées au ministère cette semaine. La mine Garbier a été reçue, l'UCLF a été reçu. Alors là, ils disent, bon, ce qu'on pourrait faire, c'est que vous avez tous l'obligation d'être un contrat d'accès aux soins. Donc on dit non, c'est pas possible. Alors, bon, 80% d'entre vous sont en contrat d'accès aux soins et 20% restent en secteur 2. Mais comment on les choisit? Vous faites votre petite soupe ensemble, vous trouvez une solution. Donc pour l'instant, on s'arc-boute là-dessus, mais il n'y a pas à s'arc-bouter que là-dessus. C'est toute la loi qu'il faut retirer. Mais voilà pourquoi l'établissement a bougé. Alors moi, je suis en ESPIC, bien évidemment, c'est encore plus formel, mais il y a une certaine logique. Alors entre la première présentation de la loi en juin et, je dirais, la présentation au Conseil des ministres qui, en quelque sorte, verrouille la loi, et après, elle passe en Conseil d'État. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand dans les discussions qu'on fait, elle dit, mais je vous promets, je présenterai un amendement du gouvernement à l'Assemblée nationale, il passera. Moi, je n'y crois pas. Je les connais depuis trop longtemps, elle va présenter un amendement, puis, il ne passe pas. Il ne passe pas, je suis désolé, c'est pas ma faute, il n'est pas passé. Ou alors il a été amendé, suramendé. Je l'ai présenté, mais il a été amendé par d'autres, et d'amendements les autres ont été votés, ça ne marchera pas. Alors, dans la loi, nos confrères hospitaliers, les syndicats ont été plus forts que nous, en particulier en région parisienne. Ils ont été apporter ça dans la loi. Et en particulier cet article-là. Des dispositions réglementaires fixant les modalités d'exercice de l'activité libérale qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4 du 1 de l'article 61-12-2. Ça veut dire, alors c'est compliqué d'aller chercher, mais on a fouillé, ça veut dire que le fait qu'il n'y ait aucune liberté tarifaire dans un établissement et dans une mission de service public n'est plus imposé au CHU et au CSG. Nos confrères PH ayant un secteur libéral statutaire pourront continuer à pratiquer du secteur 2. Voilà. Alors, j'aimerais attirer votre attention, peut-être plus les politiques que vous. Il y a, j'essaie de faire court, mais il y a tant à dire. En 2007, il y a un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Darcos, je crois, qui a proposé la mise en place d'une base élève. L'idée de la base élève, c'était que dès le primaire, on fait un dossier de l'enfant, on l'enregistre sur une base de données nationale au ministère de l'Éducation nationale, et on suit l'enfant toute sa scolarité jusqu'à la fin, et on fait un dossier informatique. Dedans, on mettait sa date de naissance, sa nationalité, sa religion, son lieu de naissance, et toutes ses notes, et au-delà de toutes ces notes, toutes les évaluations par les profs.
à juste titre, l'association de défense des droits de l'homme est montée au créneau, des syndicats de professeurs plutôt de gauche est monté au créneau, les syndicats de parents sont montés au créneau, il y a eu 3000 procédures devant un tribunal administratif, les TGI, etc. Et on a reconnu que la base élève posait des problèmes par rapport au respect des droits de l'homme et à l'intimité de chacun. Donc elle a été considérablement amendée et ne fonctionne pas complètement. Alors, si je vous parle de la base élève, c'est que là, elle crée la base patient. Et il faut combattre la base patient. La base patient, c'est le fichage de chacun d'entre nous et de tous nos patients dans une base de données nationale qui sera dirigée par l'assurance maladie. On nous parle sans arrêt de conflit d'intérêts, et là, elle crée une base patient qui sera contrôlée et dirigée par le financeur de l'assurance maladie. Dedans, il y aura, on verra, mais en gros, date de naissance, lieu de naissance, toutes les pathologies, et puis il y aura aussi toute une notion de base médico-sociale, donc pourquoi vous touchez les allocations familiales, quels sont vos revenus, les allocations de logement, ce que vous verrez tout à l'heure, que la base patient sert à tout médico-social du pays. Alors après, moi qui suis vice-président du Conseil de l'ordre et qui suis très attaché au secret médical, le patient, on lui demande son avis au départ. Donc dans la loi, il y a un certain nombre de verrous, c'est écrit. Alors je me suis dit, respect, mais pour ceux d'entre vous qui font de la cancéro, vous connaissez les RCP. Les RCP, il y a des verrous, magnifiques. Moi j'amène un patient, l'autre jour j'opérais un monsieur très connu sur Grenoble, j'amène son dossier pour l'opérer d'un cancer du rein. On me dit son nom, il ne veut pas que ça se sache. Ah, alors il dit, on ne peut pas l'enregistrer dans la base. Bah si, non, l'anonyme, c'est pas possible. Je dis, mais lui, il ne veut pas rentrer dans la base. Ah ben, on ne peut pas discuter son dossier. Si, on va en discuter. On fait un compte-rendu entre nous. Ah non, non, c'est informatique. S'il n'y a pas le compte-rendu dans la base là, tu ne peux pas l'opérer. Si je n'ai pas la présentation en RCP, je ne suis pas censé faire la néphrectomie. J'ai plus le droit. Vous savez ça. De passer en RCP. Si vous avez ensuite une procédure médico-légale, il va vous dire, oh, la décision RCP, ben, il n'apparaît. Pourquoi? Parce que c'est anonyme. Ah ben non, il faut le présenter. Et la base RCP, je me suis battu cette année, est devenue une base RCP nationale. Toutes les RCP de France ont la même base de données, et maintenant c'est à nous de les saisir. Et vous savez comment on rentre dans la base RCP? On saisit la date de naissance. Alors là, vous avez 10 patients qui apparaissent, vous savez que les 10 ont un cancer, et vous choisissez le vôtre. Voilà ce qui est devenu la base RCP, et voilà ce que va être la base patient. Alors, il faut l'accord du patient. Respect, vous allez voir tout à l'heure comment, par un jeu habile administratif, vous n'aurez pas le choix, vous devez y adhérer. Alors, dans cette base patient, il est considéré, c'est écrit dans la loi, que dès que vous confiez votre secret à un praticien ou à un médico-social, il est considéré comme confié à la totalité des praticiens médico-sociaux de la structure. On verra tout à l'heure qu'il y a des groupements hospitaliers qui sont en place, mais si vous êtes à la PHP à Paris, si vous êtes à la PC-Salpêtrière, vous donnez votre dossier, il est considéré comme en partage et acquis que n'importe quel autre professionnel de toute la PHP de Paris peut avoir accès à votre dossier. Sans votre accord. Hein. Il est considéré que le secret est confié à un groupement professionnel. Je fais une aparté. La loi, je voulais envoyer à un certain nombre d'entre vous qui reçoivent mes mails. Je vous invite à la lire. Moi, j'ai fait que la synthétiser, mais ceux d'entre vous qui le veulent, je la retransmettrai. Sylvie, les autres non. Vous avez la loi. Et vous avez la loi et vous avez les commentaires de la loi pour voir que je n'invente rien. On continue. Alors après, on me dit, mais dans la mesure où le patient donne son accord, oui, mais alors déjà, à la différence de la loi Kouchner, il est écrit que si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, alors le dossier est accessible au personnel de santé. Vous connaissez une base verrouillée, qui est accessible si vous êtes inconscient? Ah non. En général, vous avez les codes là, vous avez vous, les verrous. Là non, les verrous, c'est pas vous qui les avez, puisque quand vous êtes inconscient, on peut avoir accès. Avant, dans la loi Kouchner, on était inconscient, on demandait à voir la personne de confiance, il y avait des recommandations faites éventuellement avant la mort, et on se servait de la personne de confiance. Là, c'est plus la peine. Si vous êtes inconscient, on a accès. Alors après, le niveau de conscience, quand on connaît, vous qui êtes juriste, quand on connaît la façon dont la justice s'intéresse au niveau de conscience, je pense qu'on verra un certain nombre de dérogations. Donc vous voyez que la base patient, on continue. Cette base patient, ce que j'appelle moi la base patient, mais ce qu'elle n'appelle pas comme ça, elle appelle ça la base de données médico-administratives. Cette base patient est créée, donc service système national médico-administratif. Retenez bien cette information. Donc on aura à l'intérieur toutes les données issues des systèmes d'information hospitaliers. Donc tous les hôpitaux, partout où vous passez, vont enrichir la base patient. Les données du système d'information de l'assurance maladie, donc toutes vos cotisations, tous les numéros d'assurance maladie, tous vos ayants droit, tout est dans la base patient. Les causes du décès, je crois que ce n'est pas la peine puisque c'était déjà précisé là. Les données médico-sociales. C'est-à-dire que dans cette base patient, on a toutes les données qui justifient les allocations familiales, les allocations de logement, les primes de naissance, la prime scolaire. C'est l'action sociale est dans la base patient. Vous imaginez qui va avoir accès à la base patient. Et puis,
Et il y aura aussi tous les données de remboursement des complémentaires. Donc la base patient est aussi enrichie par les complémentaires santé. Alors quand même, il y a des verrous. Et ces verrous, je pense qu'ils vont vous faire rigoler, parce que moi, ils m'ont bien fait rire. Le verrou, l'accès aux données est réservé. Ah, c'est rassurant, à des intermédiaires, laboratoires de recherche ou bureaux d'études, publics ou privés, qui présentent à la CNIL un engagement de conformité. Quand on connaît les puissances des machines informatiques, mais ils disent à la CNIL, je vous assure, hein, nous on va faire juste regarder, on ne regardera pas les identités. Hein, promis. Et puis ils vont travailler sur la base de données en étant des organismes privés ou publics. Alors pourquoi vous ne pourrez pas ne pas y adhérer? Parce que si vous n'adhérez pas à la base patient, vous n'avez pas de numéro d'identification directe. Et on verra à quoi sert le numéro d'identification directe. Qu'est-ce qui est écrit dans cet article-là? Que les données du système national des données médico-administratives, donc la base patient avec une identification directe, peut permettre des traitements dans l'intérêt des personnes concernées. L'État décide à quel moment il ouvre la base patient pour l'intérêt des personnes ou en cas de menace sanitaire grave. Donc en cas de menace sanitaire grave, eh ben, je dirais l'assurance maladie, les ARS, ouvrent la base patient, identité, pathologie, font des recouvrements et des études, et prennent des décisions à votre place sans votre accord. Donc le secret médical, il n'existe plus. J'imagine un tel outil en 1939, ça aurait été vraiment, hein, pour les gens de pouvoir, intéressant. Je continue. Voilà, donc on crée une identification directe qui est indispensable. Les agents salariés de l'Agence régionale de santé ont accès pour leur travail à la base patient. Donc je vous rappelle que l'ARS de Rhône-Alpes, c'est 950 salariés, 50 millions d'euros de budget chaque année, et les 950 salariés, pour leur mission de travail, pourront avoir accès à la base patient. Ça veut dire que cette base patient n'est pas verrouillée, elle n'est pas verrouillable. Alors, vous pouvez refuser. En refusant la base patient, vous refusez le numéro national. Oh ben c'est idiot, parce que le numéro d'inscription, il est indispensable comme identifiant pour la prise en charge, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit au niveau médico-social. Vous voulez des allocations familiales? Ouais, mais il faut les rentrer dans la base patient. On ne peut pas vous payer. On le voit tout le temps à l'hôpital, ça tous les jours. Tu dis, voilà, j'ai un monsieur, il a droit à son secret. Loi Kouchner, loi HPST, le secret médical, il a le droit. Donc je veux l'hospitaliser avec une autre identité que la sienne. Oui, pas de problème. Par contre, vous donnez sa carte vitale. Ben non, on payera après. Ah non, mais il faut la carte vitale. Alors on fait la carte vitale, boum, le dossier, ben, j'en fais plein, il sort à son nom. Je dis, c'est pas ça que je veux un autre nom. Parce qu'il est député, parce qu'il est ministre, parce qu'il est chanteur, parce qu'il est une star. On a eu certains à Grenoble, donc le président algérien, c'est pas nous qui avons dit que c'est le président algérien, mais dans ma clinique, on veut le protéger. Ah ouais, mais nous, si on met la carte vitale, on ne peut pas. Hein. Parce que la carte vitale, elle déclenche l'impression des dossiers, des papiers, des étiquettes, et on ne peut pas faire autrement. Et bien là, c'est pareil. Vous pouvez refuser la base patient, mais votre numéro d'identification nationale ne vous sera pas donné, et vous ne pourrez pas bénéficier des soins. C'était déjà le cas de la loi hôpital patient santé territoire, mais là, c'est renforcé, c'est réaffirmé. L'ARS crée des groupements hospitaliers de territoire. Alors la ministre a dit, mais c'est que pour le public. Non, il est écrit que les établissements privés peuvent y être associés. Mais comment pourront-ils refuser si on leur dit que s'ils ne participent pas, leur budget baisse de 1%? C'est pas facultatif. On va baisser vos budgets. Alors là, c'est répété. Alors il y a une chose surprenante. Dans la loi, et c'est bien l'esprit de Mme Marisol Touraine, dorénavant, dans tous les conseils d'administration, il y aura des usagers qui seront présents. Vous imaginez le conseil d'administration de Carrefour, où les usagers de Carrefour siègent au conseil d'administration. Pour ma part, bien que je ne sois pas actionnaire clinique, d'un point de vue du droit privé par rapport au fait que c'est des entreprises privées, il est surprenant qu'on leur impose en conseil d'administration des personnes extérieures. Alors, sur les patients, j'aimerais faire une remarque. Vous avez vu que le CIS, qui est le collectif interassociatif, soutient la loi. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que dans la loi, effectivement, il est écrit que dorénavant, les associations de patients seront financées par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, ils sont comme nous, syndicalistes. Moi, aujourd'hui, je rame pour avoir vos cotisations, je le regrette. Et que certains syndicats d'entre nous ont parfois signé la convention pour récupérer 500 000 ou 1 million d'euros. On a acheté un peu la paix sociale en finançant les syndicats. C'est vrai au niveau ouvrier, c'est vrai au niveau médical. Ben là, on va acheter la paix sociale avec l'association de patients, puisque c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui va financer les associations de patients. C'est l'article 26 ou 27. Alors pour les confrères hospitaliers, vous savez déjà aujourd'hui que les missions sont fixées par le directeur de l'ARS, qui a des pleins pouvoirs sur le plan public. Demain, grâce probablement à la réflexion d'Olivier Véran, député socialiste de l'Isère, que je connais bien, on va créer, uniquement pour les PH, des contrats à durée déterminée. Donc on précarise le statut des confrères hospitaliers. Ils seront embauchés pour des contrats à durée déterminée avec une rémunération fixée par l'État
L'objectif étant de combattre les mercenaires en anesthésie qui ont permis à des hôpitaux généraux d'embaucher des anesthésistes à 300, 400, 500 euros la journée pour combler, pour que le bloc tourne. Ils ne pourront plus demain. Donc je pense que contrairement à ce que croient les hommes politiques, ça, de gauche, excusez-moi, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'on va surtout empêcher les CAG d'embaucher des mercenaires et ils n'embaucheront personne. Parce que les mecs ne vont pas aller faire des remplacements à l'hôpital public en plus de leur travail ou de leur fonction ailleurs à 150 euros la journée. Donc je pense que ça va paupériser encore le statut des confrères hospitaliers. Alors, elle crée une notion pour le juriste et pour moi, à côté assurance, qui nous inquiète beaucoup, que les class actions. Elle a déjà créé pour tout ce qui est commercial, elle le met dans le monde de la santé. Je vous donne un exemple. Le Mediator, c'est 250 000 patients qui se sont dit victimes du Mediator. Après que l'ONIAM et les experts de l'ONIAM aient étudié tous les dossiers, il y en a 200, c'est fini mon intervention, je voulais juste vous dire que le tiers payant, c'est que le dessus de l'iceberg, mais si elle s'y accroche, c'est que pour contrôler tout le système, il faut le tiers payant. Le tiers payant, il existe à l'hôpital, puisque l'ensemble des médecins sont salariés d'hôpital, les hôpitaux ont l'argent qui est l'assurance maladie, donc elles verrouillent comme elles veulent l'hôpital. Aujourd'hui, nous sommes le dernier verrou à contrôler, et c'est ce système, et en particulier le secteur 2, qui fait que la médecine continue à évoluer dans un sens de qualité. Demain, le tiers payant, c'est de nous contrôler. S'il y a le tiers payant, vous êtes complètement asservi, et elle peut faire de nous ce qu'elle veut. Alors, la loi Touraine, c'est ça. Création d'un droit à la santé, dramatique. Indemnisation de la maladie, dramatique économiquement. Fin de la liberté d'installation, encadrement des tarifs, fin des négociations paritaires, création des nouvelles instances, je l'ai dit, gratuité des soins pour les moins de 16 ans, tiers payant généralisé, rémunération spécifique pour les centres de santé, c'est une façon de non contourner, nouvelle mission pour l'ARS, délégation de tâches imposées aux infirmières, sages-femmes, kinés et à des personnels non médicaux, la mort du secret médical et la création d'une base patient qui est une insulte aux droits de l'homme. Voilà. Alors le Conseil national de l'ordre des médecins s'est opposé, pour une fois. Je dirais, il n'est pas revenu sur le secret médical ni sur notre asservissement par le tiers payant, mais en tout cas, il a dit à l'unanimité que la loi n'était pas acceptable en l'état. Alors, soit vous laissez enfoncer la tête dans la mayonnaise, je ne crois pas que c'est la mayonnaise, mais ce que vous voulez, soit on essaie de... Et le 5GOF, la FHP qui est dans l'établissement privé, et l'UFML qui est derrière, tous les syndicats de médecins, tous les syndicats cliniques sont d'accord pour dire retrait de la loi, et il faut bloquer. Alors, il y a des mouvements d'action du 24 au 31, et les plateaux techniques lourds, c'est-à-dire nous, on déclenche la deuxième ligne le 5 janvier si rien n'est fait. Les confrères commencent du 24 au 31, ceux d'entre vous qui veulent participer s'arrêtent, et nous on arrive, je dirais, en deuxième ligne en espérant que la loi soit clairement, je dirais, annulée d'ici là. C'est peu probable qu'elle l'annule, mais en tout cas, nous on fera un mouvement, je l'espère, d'une puissance sans nom. Mon idée étant, et j'en suis désolé, que si nous avions été plus forts en 2009 contre la loi HPST, on n'en serait pas là aujourd'hui, que si demain on arrive à faire sauter Marisol Touraine ou annuler la loi, nous pourrons repartir dans une réelle relation de discussion et de partage, comme on l'a connu avec Mattei, comme on l'a connu avec Kouchner à l'époque, mais comme peu de ministres de la Santé n'ont jamais fait, puisque même Douste-Blazy en 2004, on a signé les accords d'août 2004 en redonnant la liberté tarifaire pour les chirurgiens, en augmentant la chirurgie de 16%, parce que nos tarifs n'ont pas évolué depuis bientôt 35 ans, et l'accord signé par Douste-Blazy et Xavier Bertrand en 2004 n'a jamais été respecté, alors qu'ils ont eu le pouvoir par la suite. Donc je ne crois pas, je suis très heureux de vous recevoir quand même et de partager avec vous. Je crois qu'il est important que vous vous défendiez vous-même. Aucun parti n'aura les moyens de défendre pour des raisons électorales, pour des raisons compliquées. Et parce que c'est des textes compliqués, tout le monde ne comprend pas tout. Je vous invite à lire le texte, à le partager avec vos patients. Alors on propose une communication patient. La FHP en a lancé, les présidents de CMN en ont lancé, l'AL, syndicat des anesthésistes, a lancé, le CML a lancé. Tout le monde contacte les patients. Alors pourquoi? Parce que tous les jours, vous voyez 30 malades par jour. Si on est 100 000 libéraux à 30 malades par jour, c'est 3 millions de personnes vues par jour. Si on n'est que 10 000, c'est pas très grave. 10 000 à 30, ça fera quand même 300 000 personnes par jour. Si vous contactez 300 000 personnes par jour avec un discours qui peut être celui-là ou un autre, vous arriverez à faire comprendre aux gens que la loi Touraine, c'est l'explosion de l'assurance maladie. C'est la perte de la liberté de choix demain de son médecin, de son établissement, de son praticien. C'est la perte pour ce praticien-là de la liberté de prescription adaptée. C'est la perte du secret médical et de son intimité qui est confiée à une base nationale de santé. Et c'est l'asservissement de tout le système et l'explosion de ce système de santé qu'elle veut probablement gérer comme une association de loi 1901 sans réfléchir au financement.
Alors, informez les patients, informez les confrères. On aurait dû être 300 ce soir, on n'est pas assez nombreux, mais vous représentez un certain nombre de cabinets. Donc, diffusez l'information, diffusez, faites-les bouger. Suivez les syndicats, suivez les mails, inscrivez-vous. Vous pouvez me contacter à didier@leg.fr. Je vous enverrai tous les mails qu'on écrit, du CDF, l'AL, tout ce que vous voulez. Tous les syndicats aujourd'hui sont dans la même mouvance, mais syndiquez-vous, payez les cotisations, rejoignez-nous pour qu'on puisse vous défendre. Le 13 décembre, c'est passé. Tenez-vous informés, a priori, arrêt total d'activité pour la semaine du 5 janvier. Je suis prêt pour les questions.